7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, ce matin, vous recevez le journaliste Stéphane Amar. Bonjour Stéphane Amar. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes journaliste, vous êtes basé à Jérusalem. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Israël. Le dernier paru juste avant l'été, L'exception israélienne, enquête sur un État controversé. C'est paru aux éditions de l'Observatoire, livre absolument remarquable, je le signale et je vous le dis à titre personnel, Stéphane Amar. Très bon livre pour comprendre l'Israël d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au 27e jour de la guerre de Sukkot qui se déroule sur plusieurs fronts. Alors nous allons ensemble les passer en revue. L'inquiétude ce matin, elle se porte au nord d'Israël, vers le sud Liban, ce fief du Hezbollah, dont le leader, Stéphane Amar, le leader Hassan Nasrallah, doit prendre la parole à la mi-journée. Que craint-on en Israël? Que dise Hassan Nasrallah? Bien, on craint qu'il ouvre un nouveau front, qu'il déclenche une véritable guerre contre Israël, qu'il vienne d'une certaine manière soutenir ses alliés du Hamas de Gaza. Cela fait déjà plusieurs semaines maintenant que le front est en ébullition. Il y a tous les jours des tirs de roquettes, et, il y a des soldats qui ont été tués par des tirs de roquettes anti-chars. C'est une frontière qui est calme depuis 2006, depuis cette grande guerre qui avait opposé Israël, l'armée israélienne, déjà au Hezbollah, une guerre qui avait duré 3 semaines, qui avait fait 140 morts côté israélien, mais plus de 5000 morts côté libanais. Et on craint donc effectivement, avec ce discours de cet après-midi, Nasrallah appelle son armée à attaquer Israël. Que dit-on en Israël, Stéphane Amar, de la probabilité de l'ouverture de ce front nord? Parce que, alors effectivement, il y a 10 000 militaires, rappelons-le, des Nations Unies, la FINUL, en force d'interposition permanente à cette frontière depuis 1978. Donc ça n'est pas nouveau. Il y a des frictions de basse intensité, mais quand même presque permanentes depuis plus de 15 ans. Et puis l'on dit que le Hezbollah, finalement, n'a pas tellement envie d'ouvrir une nouvelle guerre contre Israël, car il y a la situation sociale au Liban qui est extrêmement compliquée. Il y a des responsabilités politiques du Hezbollah. Est-ce que ça plaide en faveur, finalement, du statu quo, tout ça ? C'est ce qu'espèrent effectivement les Israéliens, que cette crise qui déstabilise le Liban empêche le Hezbollah une nouvelle fois de mettre ce pays en danger. Mais vous savez, il faut bien comprendre que le Hezbollah, c'est un supplétif de l'Iran. Il est financé par l'Iran, donc il est aux ordres de l'Iran. Si l'Iran décide que le Hezbollah doit attaquer Israël, le Hezbollah attaquera. En attendant, effectivement, les islamistes de Gaza, du Hamas, sont relativement déçus. Ils s'attendaient à une entrée en guerre immédiate après les massacres du 7 octobre, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je passe un peu vite. L'autre front à présent des combats, Stéphane Amar, c'est bien sûr Gaza. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement des opérations que mène Tsahal en ce moment dans Gaza? Est-ce que vous, qui êtes sur place, vous avez une visibilité sur les choses, ou bien est-ce qu'il y a une sorte de verrouillage mis en place par Tsahal pour savoir ce qui se passe dans Gaza? Non, j'en sais pas plus que vous, très honnêtement, puisqu'effectivement les journalistes ne peuvent pas suivre ces opérations. Il faut se fier au briefing très régulier des porte-paroles de l'armée. Ce qui paraît toutefois évident, c'est que Israël est entré très profondément dans la bande de Gaza, que les combats sont durs, mais que pour l'instant les pertes sont limitées, 19 soldats au moment où je vous parle, et que l'arrière reste extrêmement motivé. Tous les gens que j'ai pu rencontrer ces derniers jours me disent la même chose, c'est-à-dire que l'armée israélienne doit aller jusqu'au bout, elle doit aller jusqu'à l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza. Alors, et quel est justement le niveau de détermination des chefs militaires israéliens? Je vous pose cette question parce que la comparaison qui est faite avec 2006, cette guerre dont vous nous avez parlé contre le Hezbollah, à l'époque il y avait une logique du côté israélien d'une guerre zéro mort. Alors ça n'avait pas fonctionné bien sûr, mais on sent une détermination beaucoup plus importante aujourd'hui d'un Israël prêt à verser le prix du sang finalement. Oui, parce que ces massacres du 7 octobre ont été un véritable tournant. On peut les comparer à la Shoah. C'est un choc de la même ampleur pour l'État d'Israël. C'est-à-dire que les Israéliens se disent ne plus jamais ça. Nous ne voulons plus revivre ces massacres. Nous ne voulons plus revivre ces centaines, ces 1400 morts sous le feu du Hamas. Nous voulons finir avec cette menace. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé à droite, à gauche, dans toutes les couches de la population et qui motive d'une certaine manière l'armée israélienne jusqu'au bout. Et j'ajoute que l'armée israélienne doit restaurer sa dissuasion, qui a été contestée par le Hamas, et doit aussi laver l'échec de son état-major, l'échec du gouvernement israélien à protéger ses citoyens, ce fameux 7 octobre. Alors, il y a un troisième front, cette fois, Stéphane Amar, et vous en parlez d'ailleurs beaucoup dans votre livre, c'est
le front diplomatique. On a vu que cette semaine, plusieurs pays ont soit rappelé leurs ambassadeurs en Israël, c'est le cas du Chili, de la Colombie, de la Bolivie, la Jordanie également, votre voisin jordanien, hier Bahreïn également. Comment c'est reçu en Israël? Je vous donne juste le titre d'un édito que j'ai lu ce matin dans le quotidien online Times of Israel. Il y a marqué « Dear World, I don't care ». Cher monde, je m'en fiche de ce que vous pensez. Voilà ce que dit ce journaliste israélien. Oui, c'est assez bien résumé parce que effectivement, les alliés d'Israël, les alliés arabes, tournent le dos d'une certaine manière à Israël sous la pression de leur opinion, mais c'est secondaire pour les Israéliens. L'important, c'est encore une fois de gagner cette guerre et aussi de conserver cette relation privilégiée avec l'allié américain, qui est tout de même la première puissance militaire au monde et qui apporte un soutien plein et entier à Israël. C'est ce qui compte véritablement pour les Israéliens, au-delà des péripéties diplomatiques. Oui, vous avez cette formule, vous dites Israël, c'est une villa dans la jungle. C'est intéressant, mais ça suppose qu'Israël aujourd'hui n'est peut-être plus en mesure d'entendre les appels à la modération. Israël ne se situe pas, si vous voulez, sur ce niveau. Le gouvernement israélien doit assurer la sécurité de ses citoyens qui, encore une fois, ont été mis en danger d'une façon absolument exceptionnelle le 7 octobre. Il doit garantir ses frontières, il doit permettre aux gens de mener une vie normale et il fait tout pour. Il n'y a pas de sentiment ici de disproportion dans la riposte israélienne. Quelle proportion peut-on amener au massacre de bébés, à la décapitation de nourrissons? Il y a une opération militaire qui est menée, certes elle est dure, mais il y a en face une véritable armée, qui est l'armée du Hamas, qui se bat, qui s'abrite derrière les civils, et donc la détermination des Israéliens est intacte. Ces considérations de disproportion, d'atteinte aux civils, comptent autant, je dirais, que pour Winston Churchill quand il ordonnait le bombardement de Dresde, ou que Roosevelt a ordonné le bombardement d'Hiroshima. Stéphane Amar, il y a eu aussi lundi ce coup d'éclat de l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan. Il a arboré l'étoile jaune sur son costume avec l'inscription « Never again », plus jamais ça. Il voulait dénoncer le mutisme onusien sur les attaques du 7 octobre. Les relations entre Israël et les Nations Unies, c'est extrêmement compliqué, hein. Très compliqué. Bon, il faut quand même signaler, c'est important, que ce sont les Nations Unies qui ont permis la création de l'État d'Israël en 1947 par le plan de partage. Donc, l'Assemblée générale a voté en faveur d'Israël à la majorité. Depuis, effectivement, les relations sont très compliquées, surtout avec l'Assemblée générale, parce que en Israël, on comprend mal que, par exemple, l'Iran puisse ces jours-ci présider un comité dans la Commission des droits de l'homme à Genève. On comprend mal ces condamnations systématiques que je décris dans le livre contre Israël, alors que le Conseil des droits de l'homme épargne l'Iran qui assassine les femmes qui ne portent pas le voile, épargne la Corée du Nord, épargne même la Russie de Poutine, et s'acharne de manière grotesque, de manière cette fois-ci complètement disproportionnée contre Israël. Mais comment ça s'explique, ce harcèlement, pardonnez-moi, le mot n'est peut-être pas le bon, mais ce harcèlement onusien, cet acharnement à condamner Israël? Je pense qu'il y a des raisons très profondes, mais tout simplement le Conseil de sécurité est dominé par les États-Unis, enfin par les grandes puissances qui ont un droit de veto, mais l'Assemblée générale, eh bien, est dominée par des dictatures, par une alliance entre plusieurs dictatures qui, au lieu de se regarder elles-mêmes et de se condamner entre elles, préfèrent condamner Israël. J'ai une dernière question, Stéphane Amar, et ça c'est une dimension qui nous a échappé un peu en France, parce qu'il faut être en Israël pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu. C'est que l'Israël frappé le 7 octobre par le Hamas, c'est ce que vous appelez le deuxième Israël. On dirait en France l'Israël périphérique. Oui, absolument, c'est tout à fait comparable. C'est effectivement cet Israël des séfarades, c'est-à-dire des juifs originaires des pays arabes qui sont arrivés après la création de l'État d'Israël, alors que les Ashkénazes étaient à l'origine de la fondation d'Israël, donc dès début du XXe siècle. Et ce sont des populations effectivement plus pauvres, moins éduquées, et qui se retrouvent au front parce que précisément ces villes où elles habitent ont été construites près des frontières parce que les populations plus aisées ne voulaient pas y habiter. Et donc elles se retrouvent effectivement en première ligne. Et c'est vrai aussi à l'armée,
où les combattants sont maintenant majoritairement issus de ce deuxième Israël, alors que l'élite occupe plutôt les postes des officiers ou alors dans le renseignement, dans la cyberguerre. Ce sont des postes plus protégés, mais ce sont précisément ces unités de l'armée qui ont failli lors du 7 octobre. Ouais, ça, c'est intéressant parce que ça aura des conséquences politiques après. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Merci Dimitri. Stéphane Amar, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'exception israélienne. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous Stéphane Amar. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.